Imotez pas tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et vous êtes sur le point de voir la captation de l'avant-première du film Le Système Victoria qui s'est déroulé au cinéma UGC Ciné-Cité Bordeaux le 31 janvier 2025. L'histoire de David, joué par Damien Bonnard, directeur du chantier d'une grosse tour en construction et qui va devoir faire face à des retards insurmontables, des pressions incessantes et un surmenage des équipes jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Victoria joué par Jeanne Balibar, l'ambitieuse vice-présidente d'une multinationale avec qui il vivra une relation passionnelle jusqu'à se retrouver pris au piège d'un système qui le dépasse. Le film sortira dans nos salles françaises le 5 mars 2025 et pour l'occasion de cette avant-première, on a eu le plaisir d'accueillir une partie de l'équipe du film sur place. Tout d'abord le réalisateur Sylvain Desclous, à qui l'on doit aussi le drame De Grandes Espérances avec Adèle Exarchopoulos, Benjamin Laverne et Emmanuel Berco. Nous avions aussi le scénariste et auteur du livre dont le film est l'adaptation, Eric Reinhardt, et pour finir, la directrice de la photographie Inès Tabarin, qui avait déjà bossé sur le film Amagloria en 2023 et sur le film Vivant en 2024. D'ailleurs à la fin il y avait une séance dédicace et j'ai une petite dédicace de l'auteur du livre, c'est trop bien et du coup je vais pouvoir le lire parce que le film est vraiment bien. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse maintenant avec la partie questions-réponses de l'équipe du film après la séance. Donc voilà, gare au spoiler. À très vite pour parler à nouveau de cinéma et bonne vidéo. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je vois un auteur et un réalisateur et une chef opératrice ensemble dans une salle. Et sur ce projet d'adaptation, comment vous avez eu cette idée, tout simplement, Sylvain, depuis De Grandes Espérances, de faire ce film avec Eric Reinhardt? C'est une idée qui est venue bien avant De Grandes Espérances. L'idée, elle a germé, elle a éclos en 2 temps. Le premier temps, c'est la découverte du livre d'Eric en 2011. Moi, à l'époque, je suis pas du tout dans une optique de faire des films, de faire des longs métrages. Enfin, en tout cas, j'aspire à, mais je suis au tout début. Et je gagne ma vie en organisant des séminaires de travail pour des grandes entreprises du CAC 40. Et je me prends le livre d'Eric un peu de plein fouet, voilà, comme j'avais pris de plein fouet quelques années avant l'extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, voilà, et je trouvais que le livre d'Eric venait mettre des mots sur ce que je ressentais confusément et profondément en même temps, à savoir un malaise et un vrai questionnement quant à ma place. Donc tout de suite j'ai terminé le bouquin. Pour la petite histoire, à l'époque, quand je termine le livre physiquement, je suis en train d'organiser un séminaire de travail pour une grosse boîte de BTP qui s'appelle Eiffage. Donc j'étais vraiment très raccord. J'ouvre Facebook et j'ai fait un petit message à Eric en le félicitant et en lui disant que j'étais très admiratif de ce qu'il a fait et que peut-être un jour, j'espère, nos chemins se croiseraient. Eric m'avait très gentiment répondu. Et le deuxième temps, c'est 9 ans plus tard, en 2020, juste après le premier déconfinement. Eric m'a appelé, m'a demandé si j'aimais toujours le système Victoria. Je dis oui, bien sûr. Et il m'a demandé si je serais intéressé de réfléchir à une adaptation. Et évidemment, j'ai sauté sur l'occasion, on s'est rencontrés avec Eric, on a parlé. Je lui ai dit que ça m'intéressait évidemment, que j'avais une ou deux intuitions très fortes, que je voulais suivre pour adapter, transposer le livre. Il m'a fait totalement confiance, on s'est tapé dans la main, et nous voici. Eric Reinhardt, je peux vous retourner la question, est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Tout à fait vrai. D'accord. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et comme il m'a convaincu avec ses intuitions, qui devaient l'amener à modifier pas mal de choses par rapport à l'histoire, telle qu'elle est dans le roman, mais j'étais vraiment convaincu, donc je lui ai laissé une entière liberté pour qu'il puisse vraiment emmener mon livre dans son univers et en faire un beau film. Très bien. Et Inès, vous êtes chef opératrice donc, de Bordeaux, vous nous avez dit. Pareil, comment on arrive dans une équipe? On arrive un petit peu plus tard, au moment du scénario, comment ça se passe? Non, on arrive plus tard, le scénario est écrit, il était déjà financé à ce moment-là. On se rend compte parce qu'une productrice nous met en contact et c'est vrai que moi j'ai été conquise par le scénario que Sylvain me proposait. Et de suite, il y a aussi quelque chose qui m'a plu, qui était qu'il ne voulait pas faire quelque chose de naturaliste. Donc pas tomber dans quelque chose de l'ordre du documentaire, le BTP, etc. Et donc il a bien voulu m'emmener là-dessus. Assez rapidement, on s'est rendu compte avec Inès que le décor principal, c'est-à-dire ce chantier, cette tour, la défense, la poussière, était extrêmement fascinant et qu'on avait vraiment envie de filmer, et de capter ça, et que c'était un piège.
Parce que la star, le point brûlant du film, c'est pas la documentation et la captation d'un chantier, c'est ce qu'il y a derrière, à côté, et en même temps. Et c'est pour ça qu'on s'est rendu compte assez rapidement que ce chantier, il fallait le styliser, comme le reste du film d'ailleurs, et que la première décision qu'on a prise en mise en scène a été de proscrire l'usage de la caméra à l'épaule, par exemple. Voilà. Non pas que j'aime pas ça, j'adore ça, mais je me suis dit, voilà, si on commence à prendre la caméra à l'épaule sur ce film, on va faire dériver le propos vers quelque chose de beaucoup plus, naturaliste, documentaire, et donc quelque part véridique, qui nuira, j'en avais la certitude, à tout ce que le film par ailleurs essaie de déployer. Et d'ailleurs, le film est, je trouve, filmé comme le livre est écrit. Parce que je me suis beaucoup documenté pour écrire le roman, mais je n'avais pas non plus envie d'écrire un roman strictement naturaliste. Donc il y a une poésie, il y a un souffle, c'est comme une épopée, ce roman, et avec en effet une stylisation. Et notamment, je me souviens quand j'écrivais le livre, j'avais vraiment envie de mettre en tension une écriture très inspirée de l'écriture du XVIIIe siècle, presque Marivaux, comme ça, avec de très longues phrases, enfin c'est très écrit, pour décrire notre monde ultra contemporain, Victoria étant dans le roman presque vraiment le paradigme de la femme, vraiment à l'extrême bord du présent, quoi, à l'extrême pointe du présent et de l'époque de par son métier. Et j'aimais bien l'idée de cette mise en tension entre une écriture comme ça très classique, enfin très 18e, et puis la tour, les réunions de la DRH, dans des bureaux comme ça, dans le monde entier. J'aimais ça. Et on retrouve ça, je trouve, dans l'image d'Inès. Moi, j'avais une question. Du coup, votre roman, c'est 2011, c'est ça, si je ne me trompe pas? Donc c'était il y a presque plus de 10 ans maintenant. Et on retrouve cette modernité aujourd'hui dans son film. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Parce que c'est les rapports hommes-femmes, c'est les rapports aussi de la société. Comment on pourrait commenter cette actualité, enfin, cette modernité du roman? On peut faire le même constat aujourd'hui qu'il y a 11 ans. Moi, ce qui m'a intéressé en écrivant le roman, c'était vraiment d'explorer le monde du travail sous pression du capitalisme financier, du CAC 40 et de la mondialisation débridée, où repose sur la force de travail une pression considérable. Et on le voit bien dans le film, il n'y a pas suffisamment de moyens humains, financiers, on ne laisse pas suffisamment de temps à David pour construire sa tour, parce que tous les coûts sont comprimés en amont afin de pouvoir rémunérer le plus possible en dividendes les actionnaires. Et ça, c'est vraiment une logique à l'œuvre et qui va en s'accentuant. Ouais. Et ceux qui paient ça, ce sont ceux qui sont sur le terrain et qui travaillent. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer un personnage d'homme de gauche, très idéaliste, très soucieux de l'intérêt général, très sensible aux questions de justice, d'injustice, et qui se retrouve être la courroie de transmission entre ses semblables, c'est les personnes avec qui il travaille, et ses patrons, et la logique ultralibérale du groupe qu'il emploie. Et sans doute, et ça, il y a une espèce de conflit que je trouvais vraiment intéressant, et sans doute que David se dit qu'en effet, d'une certaine façon, il collabore, mais ce serait peut-être pire avec un autre. Donc je pense que David, il fait en sorte de travailler en ménageant et avec le plus d'équité possible, quand un autre chef de chantier pourrait faire ruisseler sur les ouvriers.
du chantier une logique vraiment implacable et beaucoup plus violente. Et moi, voilà. Et donc Victoria, elle incarne l'autre pôle de cette mise en tension. Et ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire se confronter deux visions du monde dans le cadre d'une relation très intime, puisque c'est une relation amoureuse, physique, sexuelle. C'était pour moi une façon aussi de questionner notre époque, sa complexité, parce que je pense qu'il n'y a pas les bons d'un côté et les méchants de l'autre, il n'y a pas les méchants gens de droite et les gentils gens de gauche. C'est beaucoup plus complexe et compliqué, et justement la dialectique déclenchée par les échanges entre David et Victoria permettent de donner alternativement raison à l'un et à l'autre. Dans le roman, on ne sait jamais sur quel pied danser, et dans le film aussi. Souvent, Victoria, elle a raison, d'autres fois c'est David, et ça tourne, le point de vue circule comme ça, et c'est assez difficile de décider quelle position il faut avoir sur la question de la mondialisation et du libéralisme. Alors, vous me demandiez si c'était toujours actuel la réflexion. Je me souviens qu'en 2011, quand j'ai écrit le livre, entre 2008 et 2011, je trouvais, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, hein, on va s'engueuler, on va parler politique, mais je trouvais que la question du positionnement des gens de gauche par rapport à la question de la mondialisation, elle était plus incertaine, plus ouverte. Peut-être qu'on pouvait se dire, mais oui, il faut arrêter d'avoir peur de la mondialisation, il faut se faire confiance, il faut suivre le mouvement. Et Victoria, elle incarnait ça. C'est-à-dire, elle est dans l'énergie, la vitesse, elle n'a pas peur, et puis sans doute que, en fait, c'est le fameux ruissellement de Macron. Oui, en fait, il faut accepter la mondialisation, il faut accepter de commercer avec le monde entier, il ne faut pas rester recroquevillé sur soi-même, ne pas avoir peur, pas être craintif, pusillanime, comme idéaliste, comme ça, un peu rigide et gardé comme peut l'être David. Et moi, j'ai évolué sur cette question. Je pense que 13 ans après, je pense que David, il avait raison de se méfier de ceux qui, en 2010, 2011, prônaient la mondialisation débridée en vendant l'idée que ça allait profiter à tous. Et donc la question pour Sylvain, l'incarnation, le casting tout simplement, ça vous est venu tout de suite? Jeanne Balibar, Damien Bonnard, évidemment? Évidemment non. Mais non, je réponds d'abord par Jeanne Balibar parce que ce que dit... j'aime bien ce que dit Eric sur le personnage de Victoria, et j'avais à cœur de le garder, de trouver quelqu'un qui puisse incarner de manière si, on va dire, frontale, cette ambiguïté, cette complexité, et en même temps cette espèce de séduction. Pour le dire rapidement, si j'avais écrit le personnage de Victoria comme une méchante, dans un rôle de méchant, et que j'avais choisi pour la jouer une actrice qui l'aurait joué de manière méchante, ou froide, ou hautaine, ou perverse, je pense que le film aurait raté totalement son but. Et j'avais à cœur, au contraire, de me servir de ce personnage pour aller chercher de la complexité et d'en faire un personnage qu'on n'a pas envie d'aimer, mais qui, petit à petit, au fur et à mesure qu'avance le film, on prend plaisir à regarder évoluer, à écouter. Et une fois que j'ai fait cette fiche de poste, puisque Victoria est DRH, donc elle fait des fiches de poste elle aussi, je suis tombé très très logiquement sur Jeanne, qui me semblait être la seule actrice capable de déplacer avec autant de talent et de facilité, tous ces écueils dont je parlais. Donc elle a accepté avec grand plaisir. Et pour le rôle de Damien, c'était quelque part plus facile, parce qu'il fallait un acteur crédible en chef de chantier, quelqu'un qui vous mettait un casque sur la tête, un chasuble, un gilet non pas jaune mais orange. On met plus de gilets jaunes sur les chantiers, parce que les gilets jaunes, et aussi parce que ça attire les guêpes. Donc gilet orange, des grosses chaussures de sécurité, et en même temps quelqu'un qui soit traversé, quand on le voit, par quelque chose d'un peu fragile, hésitant. Et là aussi, il n'y a pas grand monde qui savait jouer ça, et Damien faisait vraiment partie des noms qui sont venus tout de suite, lui aussi accepté avec plaisir. Et ce qui a vachement joué,
je trouve dans le film et qui a contribué à ce que voilà, on croit au couple, c'est qu'ils se connaissaient, ils s'appréciaient et que tout d'un coup il y a une espèce d'alchimie amicale voilà, qu'on retrouve à l'écran. Bonsoir, c'est pas une question, c'est juste, je vous félicite pour la toute première scène qui donne le vertige, et pendant tout le reste du film, on ne sait pas où on peut s'appuyer, sur quoi on peut être sûr, et la musique aussi soutient ce sentiment de malaise et d'incertitude, donc bravo. Merci. Pour l'anecdote, cette scène tournée n'était pas au plan de travail, c'est-à-dire que on ne savait pas trop où la mettre, mais on savait qu'il fallait la filmer, cette lente et longue montée de l'ascenseur. Donc on l'a faite sur une heure de repas, où l'équipe mangeait, dans mon souvenir. Et donc en équipe très réduite, avec le chef Machino, Inès et moi-même, on a accroché la caméra sous le lift, et donc on a fait ce lent travelling. Et une fois arrivé au montage, en fait je ne savais pas où le mettre, parce que c'est très long, je crois qu'il fait 3 minutes ce travelling, et donc si on le coupe pour le mettre à un autre endroit du film, c'est compliqué, donc pendant la quasi-totalité du montage, je me suis résolu à ne pas utiliser ce plan. Et c'est la monteuse Isabelle Poudvine qui, vraiment dans la dernière semaine, avant la fin du montage, m'a dit « mais si on commençait le film avec ça ?» Et j'ai trouvé que c'était super, et ça avec la musique, voilà, je trouvais que ça faisait les faire chercher. Il y a une question? Monsieur. Bonsoir. J'ai une question parce que comme je suis architecte et que j'ai été gentiment invité à ce titre, j'avais une question. Pourquoi l'architecte du film est dans un rôle qui est de conducteur de chantier, qui n'est pas son métier et qui généralement est, dans ce cas précis, pour des tours, c'est des entreprises du BTP avec des conducs. Et pourquoi, dans le film, il est montré que justement, il n'a pas réussi sa carrière et que il a dû se rabattre sur ce métier qui n'est pas son métier initial. Ça m'intéresse de savoir dans quel contexte vous l'avez choisi pour appuyer quel point en particulier, puisque c'est un film sur la société, et évidemment avec une visée politique, et qu'effectivement cette relation-là politique à ce métier qui est souvent aussi idéalisé. Et dans notre profession, c'est assez amusant de voir tantôt l'image d'Épinal ou l'image un peu déprimante qu'on peut nous donner. Alors, je vais faire un truc que je ne sais jamais, je vais vous retourner la question. Vous, en tant qu'architecte, comment est-ce que vous interprétez le fait que David, architecte, idéaliste, en soit à être directeur de chantier? Ça fait partie de l'image que l'on peut avoir, effectivement, idéaliste, puisque effectivement on fait un métier où, a priori, on doit être passionné. D'ailleurs, c'est ce qui est mis en avant. C'est que justement, il a un projet un peu initial, presque d'étudiant, où il rêve de quelque chose, et puis ça marche, il gagne un concours. On l'a tous fait. Moi, le premier, d'ailleurs, on avait gagné un concours, et ça n'a jamais été réalisé, ça devait le faire. Et on y croit à fond, mais en même temps, il y a plein de moments où on s'accroche, et ça marche, et on fait notre vrai métier, qui est effectivement de concevoir, de suivre des chantiers, mais pas comme il le fait, comme un vrai conduc, à manager des équipes, à hurler sur des gens. Puis en plus, c'est pour le bien du film sans doute, c'est qu'il devient infect avec le temps. Donc ses idéaux, il prend la place de ce qu'il reproche aux autres. Et du coup, ça alimente, alors je le disais parce que ça alimente une image qui est pas nécessairement, en tout cas moi celle que j'ai et celle que je connais. Vous venez de prononcer le mot, c'est la licence que s'accorde le film par rapport à la réalité pour raconter une histoire et pour brosser complètement le portrait de ce personnage que moi je décrirais comme un artiste empêché. Voilà. C'est un architecte qui a, comme vous avez dit, plein d'ambitions, plein d'idées, et qui se trouve être totalement empêché et qui, pour arrondir, non pas pour arrondir les fins de mois, mais pour subvenir et dans l'attente du moment où viendra son moment, se trouve être directeur de chantier sur justement un chantier qui est à l'opposé total de ce dont il a toujours rêvé, de ce pourquoi il fait ce métier. Et il me semblait très intéressant et très fructueux que de mettre ce personnage dans cette contradiction totale et de voir ce qu'il en sort.
Mais moi, je suis pas d'accord avec vous du tout. Je pense pas que les architectes, enfin, pour interroger la salle, hein, que les architectes aient cette réputation. Pas du tout. Celle que vous dites. Il se trouve que le personnage que j'ai créé dans mon livre, c'est en effet un artiste empêché. Je trouve ça intéressant de créer un personnage qui a des rêves. Il y en a beaucoup hein, dans notre société, peut-être même dans la salle. Et j'ai tellement peur, moi, de ne pas réussir à devenir écrivain quand je rêvais de l'être. Et j'ai plein d'amis qui auraient voulu publier et qui n'ont jamais publié. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Et moi, je me suis inspiré d'un architecte. Vraiment, c'est drôle parce que les hasards de la vie font qu'il était conducteur de travaux sur la rénovation d'un tour où a eu lieu le tournage. Et donc il était architecte, et c'est vraiment ça qui s'est passé dans sa vie. Il a fait un concours d'idées qu'il a remporté, et puis le maire de la ville a été nommé ministre, et donc le concours est tombé, et puis il avait besoin de gagner de l'argent, et donc il s'est mis à travailler pour une agence d'architecture très réputée. Ça, je le raconte pendant le roman. Mais sans avoir renoncé à ses rêves. Et puis un jour, son patron le fait venir et lui dit « T'es vraiment génial, je t'adore, je veux t'embaucher comme directeur de travaux. » Et là, il est vraiment devant un dilemme. C'est-à-dire que là, il rentre dans une très grande agence pour être directeur de travaux, avec la sécurité de l'emploi, du salaire et tout ça. Et de l'autre, continuer sur ce chemin incertain de l'architecture, ça. Et dans le roman, ce dilemme-là, il a du mal à le trancher, puis finalement, il est tellement séduit par le patron de cette boîte, ce grand architecte, qu'il y va. Et moi, je trouve ça intéressant parce que c'est le ferment de tout ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment il y a chez ce personnage de David une frustration, une insatisfaction, et c'est intéressant à travailler ça. L'insatisfaction, et d'ailleurs elle en joue, Victoria, elle a très bien compris, puisqu'elle l'appâte en lui faisant miroiter qu'il pourrait redevenir architecte puisqu'il l'est. Donc je trouvais cette situation-là intéressante, et moi je connais plusieurs architectes qui sont conducteurs de travaux. J'en connais tellement qui construisent et qui sont heureux. Mais oui, mais moi aussi. Mais non, mais il ne faut pas généraliser à partir d'un... Je pense au film où il y a des jardins qui fait 1m50, ou qui est architecte aussi, et donc du coup, c'est vrai que moi ça m'interpelle à chaque fois que je vois un architecte passer dans le paysage cinématographique, et je trouve qu'il sert complètement le propos, mais c'est vrai que il y a quand même cette image qu'on est des artistes frustrés ou pas. Mais non, pas du tout. Alors là, en plus, vous... Attends, laisse-le terminer. Vous disiez, donc voilà. Je réagissais à ça en tant qu'architecte. Je suis ravi que le sujet puisse être développé. Il y a un autre film qui sort bientôt d'un autre architecte frustré qui s'appelle The Brutalist. Et là, je pense que ça va confirmer votre sensation. Et il y en a d'autres, on le sait. Non, en plus, il se trouve que vous tombez mal parce que j'ai vraiment une passion pour l'architecture. Je trouve que le métier d'architecte, c'est un métier sublime. J'ai plein d'amis architectes que j'admire énormément. La mère de ma deuxième fille est architecte. Hein. Non, attendez. Là, J'avais une question pour Inès. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, on était sur le deuxième film de Sylvain en Corse. On était dans la lumière. On était, même si le film tourne le sombre à la fin. Comment vous avez, sur ce film-là, travaillé la lumière et spécifiquement ce qu'il fallait rendre cet univers très, très contrasté, très noir, très... Effectivement, l'une des thématiques du film, c'est le trouble, c'est un renversement pour David, c'est quelque chose qui s'ouvre devant lui, et pour travailler ce mystère, on s'est appuyé sur Les Hommes du Président, qui effectivement est un film très sombre, et Sylvain n'a pas du tout eu peur d'aller dans la nuit, et qu'on transforme ce Paris dans quelque chose effectivement qui est assez indiscernable, et qu'en même temps, il y ait cette espèce de contraste chromatique entre l'univers de David, son quotidien qui est très froid, et celui de Victoria qui est chaud, qui est lumineux, et qui va jusqu'à un endroit de saturation lors du club échangiste. Et oui, d'ailleurs, vous avez réussi à rendre cet endroit beau, on disait tout à l'heure.
Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis allé sur le tournage pour jouer le rôle de Marie de Victoria. Il ne vous a pas échappé que j'ai fait mes premiers pas dans ce métier de comédien. Inès, elle se servait beaucoup des miroirs dans le restaurant. Et par exemple, quand David dîne avec Victoria, parfois on ne sait pas si ce qu'on voit c'est le visage de Victoria ou le reflet du visage de Victoria dans un miroir. Et j'étais absolument fasciné par ça, parce que pendant que j'écrivais mon roman, je n'arrêtais pas de me dire à moi-même que je rêvais de produire l'effet d'une espèce de palais des glaces, et que tout se reflète dans les miroirs, et qu'on ne sache jamais où est Victoria, qu'elle nous échappe, qu'elle échappe au lecteur, qu'elle soit insaisissable, qu'on ne sache vraiment jamais si elle est là ou pas là, ou lorsqu'elle est devant David, c'est elle, ou si c'est une fiction, si c'est une apparition, comme un artefact. Et puis il va de vérité en vérité, David, il élucide Victoria, et elle fait défiler des fictions comme des toiles peintes, comme ça. Et je trouve que la façon dont vous avez travaillé tous les deux restitue ça très bien vraiment par le langage cinématographique. Et j'étais vraiment troublé, parce que quand j'ai parlé avec Inès, quand je suis allé la voir sur le tournage, je me dis, ah mais c'est dingue, en fait tu utilises vraiment les miroirs, les reflets, tout ça. Voilà, on a parlé de ça, et elle parlait de ce qu'elle voulait faire très exactement comme moi, je pensais mon roman quand je l'écrivais. Très bien. Question, monsieur? Non, oui, monsieur. Oui, bonsoir. Je voulais d'abord féliciter Sylvain pour ce film qui, je trouve, dépeint avec une grande justesse la triste réalité du monde du bâtiment, de la construction, avec tous ces conflits entre les constructeurs et les promoteurs. Et j'aurais une question très anecdotique, on va dire. J'imagine que vous avez utilisé plusieurs chantiers pour le tournage du film. Alors je voulais savoir quel retard vous leur avez mis dans la tronche. Merci pour votre compliment déjà. Et non, on n'a pas utilisé plusieurs chantiers. On n'en a utilisé qu'un. Et à vrai dire, le seul qui s'offrait à nous et qui était disponible. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de tours, comme des Bordeaux, il n'y a plus beaucoup de tours en construction en France. Et encore moins à la Défense. Et il s'est trouvé qu'il y avait une tour à la Défense, à côté de la Grande Arche, qui, dans la période de tournage, correspondait, qui était une tour en rénovation. Donc c'était un squelette de béton qui avait été totalement évidé. Et en la voyant la première fois, 6 mois avant le début du tournage, j'ai eu l'évidence et l'intuition que c'était là qu'il fallait tourner. Et qu'en s'arrangeant un petit peu et avec l'aide d'effets spéciaux, ça pourrait faire la blague en gros. Le seul problème, c'est que cette tour-là, elle avançait vite quand même en rénovation et qu'elle risquait d'être terminée avant le début du chantier. Donc j'étais un peu dans la merde. Et coup du sort, coup de chance, en haut de cette tour en rénovation, il y avait une très grande grue qui, un jour, suite à une erreur humaine, s'est pliée en deux. Totalement pliée en deux et repliée sur elle-même. Et ce qui était évidemment un drame pour les équipes, parce que tout d'un coup, ils prenaient 6 mois dans la tête, c'est avéré une opportunité dingue pour nous, parce que tout d'un coup, ça devenait possible. Et pour l'anecdote, cette tour pliée en deux, comme ça, au sommet de la tour, a été utilisée en Allemagne par une marque bien connue de fortifiants sexuels, pour en illustration, voilà. Tout ceci est vrai. C'est quoi la morale dans l'histoire et c'est quoi le message caché derrière tout ça? Vous avez tous entendu? C'est quoi la morale de l'histoire et c'est quoi le message caché? Alors, la morale, je suis pas sûr qu'il y en ait une. En tout cas, je m'aventurerai pas à en donner une, pas ce soir. Le message caché, il y a un producteur qui est totalement tombé en désuétude et a raison. Qui s'appelle Harvey Weinstein, qui avait coutume de dire, alors sale mec, il est très bien là où il est, mais qui avait coutume de dire au cinéaste la phrase suivante, c'est quand tu veux envoyer un message, va à la poste. Et moi je suis pas sûr qu'on fasse des films pour envoyer des messages. On fait des films pour partager quelque chose, partager un regard, provoquer une discussion.
faire réagir. Mais je suis pas sûr que voilà, on fasse ça pour envoyer des messages. Je suis désolé, cette réponse pas très satisfaisante. On a une autre question en haut. Question. Madame. Voilà, j'aimerais bien que vous puissiez expliquer comment le personnage masculin est, alors, j'ai pas le terme, est fasciné par ce personnage féminin et comment qu'est-ce qui l'amène à aller vers ce personnage féminin. Vous voulez revoir le film en fait. Voilà. On va tous le revoir. Écoutez, on va dans son cabine. Et l'hypothèse que je pourrais émettre, j'ai été très attentive à ce monsieur architecte que j'ai senti, j'emploie les mots, vous m'excusez, mais je l'ai senti blessé par l'incarnation, bien, vous en êtes défendu, monsieur, mais par l'incarnation qui a été donnée de cet architecte dans ce film, et sans doute dans le roman. Alors, est-ce que votre personnage se sent déchu parce que ce n'était pas l'idéal qu'il se proposait, et que c'est ce sentiment d'être déchu en vérité qui le mène vers un personnage qui représente tout ce qu'il aurait aimé réussir. Alors voilà, je vous pose la question. Il se réfugie dans le sexe. Il se réfugie dans le sexe. Non. Non, j'ai fait une réponse très courte. Le personnage de David, donc, qui pour moi n'a pas encore trouvé son endroit de réalisation, n'a pas trouvé. Enfin, les circonstances de la vie n'ont pas fait qu'il est arrivé à l'endroit où il voulait arriver. Trouve sur son chemin une femme qui, pour la première fois, une personne qui soit une femme qui soit Victoria, qui pour la première fois le regarde, a confiance en lui. Et lui dit que quelque chose de grand peut advenir s'il s'en donne les moyens et s'il sort de lui. Voilà comment je pourrais résumer le trajet du personnage principal. Bien, merci beaucoup. S'il y a plus de questions, je vous rappelle, il y a la dédicace juste un instant. Vous pouvez vraiment les applaudir très fort. Et donc, Inès Tabarin, c'est bien du tout. Le film sort le 5 mars. Arrêtez, Jean, c'est fini. Remboursez nos invitations. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.